À la une, le corps d'un homme retrouvé dans le congélateur d'un jeune couple. C'est la macabre découverte des gendarmes dans une habitation de Roura hier soir. Les suspects âgés de 22 et 17 ans ont été placés en garde à vue. Le point à suivre. Pour un meilleur accompagnement des personnes en proie aux addictions, l'approche expérientielle fait ses premiers pas en Guyane. Une vingtaine de professionnels de santé y sont initiés depuis ce matin. Et pour 3 jours, reportage dans ce journal. Et puis, la 33e édition des Journées européennes du patrimoine s'est déroulée le week-end dernier. Pour l'occasion des visites de l'île Portal à Saint-Laurent-du-Maroni étaient organisées. Une vingtaine d'explorateurs en herbe ont pu s'y aventurer. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce journal. On démarre avec cette macabre découverte au village Haut à Roura hier. Le corps d'un homme dans un congélateur au domicile d'un couple. Sa mort remonterait à plusieurs mois. Les 2 suspects, un jeune homme et une jeune femme, ont été placés en garde à vue respectivement pour meurtre et complicité de meurtre. Le mis en cause reconnaît les faits. Jean-Marc Dabreu. Les enquêteurs ont attendu le lever du jour pour effectuer les premières constatations. Brigade de recherche de Matoury, techniciens de l'identification criminelle, ils interviennent après la découverte d'un corps démembré dans cette maison du village de Haut à Roura. Une intervention opérée hier soir suite à une rumeur persistante sur le meurtre d'un homme, une rumeur qui s'est finalement avérée. Le corps de la victime, difficilement identifiable, a été entreposé vraisemblablement depuis plusieurs mois dans un congélateur débranché. L'arrière de l'habitation où a été retrouvée la victime est visible depuis cette rivière. C'est ici qu'habitait un jeune couple, Jessica, 17 ans, et son compagnon. Ce dernier, principal suspect dans cette affaire, a été placé en garde à vue ainsi que sa concubine et aurait avoué les faits. Âgé d'une vingtaine d'années, il est bien connu de la ville de Roura. Il y a effectué un service civique pendant plusieurs mois. On parle de lui dans la commune comme un homme dangereux. Son casier judiciaire porte une condamnation pour violence. Le village de Hauve est une zone d'habitat illégal où se mêlent populations brésiliennes et amérindiennes, ainsi qu'haïtiennes. Toute la journée, les enquêteurs ont interrogé les habitants pour tenter de faire la lumière sur cette sortie d'affaires. On l'a appris cet après-midi, la victime était un jeune homme de 23 ans, d'origine haïtienne. Il aurait été assassiné à coups de marteau alors qu'il s'interposait lors d'une dispute du couple. On écoute les précisions du procureur de la République. L'auteur des faits, le jeune homme a reconnu avoir apporté un certain nombre de coups de marteau sur la victime, qui se serait, donc on est obligé de parler au conditionnel, qui se serait interposé dans une dispute conjugale. Voilà, donc la victime se serait interposée, ça aurait été mal pris par le jeune homme qui a donné un certain nombre de coups et qui a tué ce jeune homme qui a été identifié. Il avait 23 ans, il était né en Haïti. On sait désormais qui c'est. Actuellement, les 2 personnes qui sont en garde à vue sont devant le magistrat du parquet pour une prolongation de garde à vue. Donc la garde à vue a commencé hier à 17h45, elle est prolongée de 24 heures. Et demain, nous ouvrirons une information judiciaire, c'est-à-dire que nous saisirons un juge d'instruction pour des faits de meurtre et probablement pour recel de cadavres, non dénonciation de crime. Dans l'affaire des propos insultants diffusés sur le net par une enseignante de Saint-Laurent, cette fois le recteur de l'académie réagit. Il a annoncé la suspension de la professeure et indique qu'elle sera convoquée au rectorat dans l'attente des enquêtes judiciaires et administratives. Écoutez ces précisions. La décision la plus appropriée, la plus rapide. Et il fallait une décision rapide qui marque les esprits et surtout qui consiste à aller dans le sens de l'excuse et du respect. Pour les personnes. Je ne veux pas excuser au nom de l'éducation nationale l'enseignante, même si c'est dans sa sphère privée, mais l'effet est tel qu'il faut s'excuser ce que j'ai fait. Mais cette émotion ne peut pas retomber simplement par des excuses. Il faut aussi faire en sorte qu'on coupe la dynamique négative qui est derrière cela, notamment ne pas la mettre devant des enseignants. Devant des élèves, et donc du coup la suspendre parce que le recteur peut le faire. La suspension est une forme de jugement. L'aspect conservateur prouve que quelque part on le fait en attente de jugement définitif. Et donc on prend le risque d'avoir tort. Le recteur prend le risque d'avoir tort de suspendre quelqu'un qui ne mérite pas d'être suspendu. On va la convoquer par rapport au fait de l'effet sur l'institution école, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir eu des actes, des actions, des paroles au sein de sa fonction, au sein de l'école ou d'une classe. Vous voyez ? Donc il n'y a pas de jugement au sens opérationnel du terme à avoir. Il y a une décision au sens
responsabilité du terme, je l'ai prise. Après, il y aura un jugement par rapport à la justice, par rapport au fait que les gens, évidemment, poseront des recours. Dans l'actualité en Guadeloupe, souvenez-vous, au lendemain du meurtre du lycéen Yohan Equinox, le ministre de l'Intérieur avait annoncé le renforcement de la sécurité dans l'archipel. Une délégation de 70 gendarmes est arrivée dimanche dans le département, accueillie par le préfet. Le peloton a fait ses premiers pas sur le terrain hier. Isabelle Amo. Les zones de sécurité prioritaires étaient encerclées ce matin. Dans l'agglomération pointoise, les gendarmes étaient à pied d'œuvre. Vous voyez qu'ils sont positionnés sur la rue Frébeau, sur le début du boulevard Légitimus. C'est à la fois une sécurisation de la population qui fait ses courses, mais bien évidemment des commerçants qui à l'été ont été victimes de manière plus dense que d'habitude de vols à main armée notamment. Contrôle routier, patrouille dans les rues auprès des commerçants. J'attends que qu'on revienne comme avant et que ça se fait que petit à petit. Mais je pense que venir gendarmes, ça va rétablir. Et c'est pour ça que les gens viennent à Pointe-à-Pitre aussi. Parce qu'on a tendance à stigmatiser la Guadeloupe, Pointe-à-Pitre et oh. Non, c'est pas ça. Moi, comme je vous dis, vous allez voir, vous posez la question à quelle que soit la personne à Pointe-à-Pitre ce matin, ça marche. Bon, il y a ceux qui vont dire que ça ne va pas durer, mais quand même, c'est une bonne chose de les voir. Présence physique aux abords des écoles, des centres commerciaux et infiltration dans ce quartier sensible. Des hommes en armes dans les rues, c'est la réponse du ministre de l'Intérieur pour lutter contre la délinquance après le meurtre d'un lycéen la semaine dernière. Nous sommes sur ce travail pour adapter nos dispositifs opérationnels à l'évolution de la délinquance. Ça, c'est vraiment le travail de fond qui a été mené, qui continue d'être mené et qui sera encore amplifié dans les semaines et les mois qui viennent. Mais face à la situation difficile que nous connaissons, il fallait cela exigeait des mesures immédiates et ces mesures immédiates ont été prises par le ministre de l'Intérieur qui a décidé sans attendre de m'allouer ces renforts. C'est le sens des escadrons de gendarmerie qui sont arrivés et j'espère qu'ils seront sur le terrain tant que ce rapport de force n'aura pas été rétabli au profit de vous, moi, de tous les citoyens qui veulent occuper l'espace public en toute sécurité. Un déploiement rassurant pour certains, pas suffisant pour d'autres. Quand nous interrogeons le commissaire sur la durée de ce renfort. Je ne peux pas répondre à cette question. En tous les cas, ils sont là pour pouvoir sécuriser la population et endiguer la délinquance sur le territoire. Rien n'est précisé à ce sujet. Chez nous, à présent, c'est une méthode innovante pour un meilleur suivi des personnes addictes qui fait son entrée en Guyane. L'approche expérientielle était présentée hier en conférence et depuis ce matin déjà, une vingtaine de professionnels y sont initiés. Éducateurs, infirmiers, psychologues, tous réunis pour apprendre à replacer l'individu au centre de tout. Jonathan Lariot. Du fonctionnement du cerveau et éventuellement... La salle de cours est pleine et l'attention des participants est à son apogée. Et pour cause, le sujet est de taille, les addictions. Ils sont une vingtaine, acteurs du monde médical, infirmières, psychiatres ou encore simples éducateurs, à participer à cette formation, à la découverte d'une nouvelle manière de traiter les cas d'addiction. Il est toujours important d'avoir plusieurs angles d'attaque, parce qu'on est plusieurs, dans une équipe, il y a plusieurs personnes, il y a des éducs, il y a des moniteurs, il y a des infirmiers, il y a des psychologues, il y a des médecins. Donc tous les regards sont intéressants et on n'a pas de solution unique. C'est une approche qui est un petit peu nouvelle pour nous parce que voilà, ça nous apporte de nouvelles connaissances et de nouveaux apports théoriques. C'est ce qu'on entend beaucoup durant les formations, c'est que chaque acteur semble être en recherche d'outils pour pouvoir améliorer sa pratique et être au plus près des attentes des usagers. C'est probablement l'approche qui marche le mieux pour moi, je pense. Ouais. Alors, encore une fois, la formation ne fait que commencer, du coup on a encore tout un tas de choses à voir. Je pense que mon point de vue se sera approfondi d'ici 2 jours, mais pour l'instant la vision que j'en ai, c'est ça. Le nom de cette méthode, l'approche expérientielle. En plus de s'attacher à l'approche médicale établie, le but de cette méthode est de prendre en compte plusieurs critères qui sortent du cadre médical. Une nouvelle manière d'aborder les addictions et les patients. Ce qu'on va faire,
c'est de réunir toute une série d'informations qui sont des informations scientifiques, médicales, oui, elles sont très utiles, elles sont même très importantes, mais il y a aussi toutes les informations qu'on a dans sa propre vie, comment on a réagi, comment on a vu les choses. On entendait ce matin une des participantes dire moi je fume du tabac, oui, mais une fois de temps en temps le soir, et je n'y trouve que du plaisir. Vous n'entendrez pas ça des discours médicaux. Donc on réunit ces informations et dans leur globalité, ça donne des représentations nouvelles. On a une vision nouvelle. La formation s'étale sur 2 jours, soit 14 heures de cours. À la fin de celle-ci, un établissement de Guyane devrait servir de pilote. La méthode sera testée sur une période d'1 an. 48 heures pour accompagner les jeunes Guyanais vers l'insertion professionnelle. Le forum Pro-Jeunesse se tiendra demain et après-demain aux Trois Fleuves à Cayenne. Le cofondateur de l'événement est venu pour nous en parler ce soir. Loïc Iscaïès, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce forum qui démarre demain est donc un événement lancé en 2013 par le réseau Jeunesse Outre-mer et c'est la première fois qu'il a lieu en Guyane. Oui, pour notre plus grand plaisir, effectivement pour la première fois en Guyane, mais pour rappeler rapidement l'historique, en 2013 nous avons pour la première fois organisé donc ce forum Pro-Jeunesse donc à Paris et c'était la première fois en fait que l'ensemble des collectivités d'Outre-mer ainsi qu'un tout un écosystème de partenaires, des entreprises, des organismes de formation, des acteurs de l'entrepreneuriat, de la mobilité internationale se réunissaient sur la thématique de l'emploi des jeunes ultramarins en situation de mobilité. Et ensuite, en 2014, comme on était, on va dire, parisiano-parisien, si vous me permettez cette expression, donc on a délocalisé donc le forum en province, donc dans 5 villes. Et à la suite de cela, on s'est dit, bon ben, comme c'est quand même un réseau professionnel donc des jeunes d'outre-mer, à savoir Jeunesse Outre-mer, si on parle d'outre-mer, il faut aller en outre-mer. Et donc la Guadeloupe nous avait donc ouvert les portes en 2015. Et nous avons donc expérimenté donc le forum sur 2 jours et à la suite de différentes rencontres, notamment avec l'OPRF, l'opérateur donc régional de la formation, on s'est dit il était temps de venir en Guyane pour apporter donc ce formidable événement. Alors l'idée c'est donc concrètement de réunir de nombreux acteurs et partenaires pour accompagner les jeunes dans leur démarche professionnelle. Exactement, donc en fait le forum est construit de la manière suivante, il y a 4 villages thématiques, à savoir un village emploi où des entreprises viennent recruter concrètement donc des jeunes. Ils vont pouvoir avoir accédé à des job dating, faire des entretiens en direct face aux recruteurs, donc sur tout type de contrat, stage, alternance ou l'emploi classique. Il y a le village formation où là vous avez des organismes de formation, des écoles qui seront présents et deux autres villages, le village entrepreneuriat et le village mobilité hexagonale et internationale. Donc pour les jeunes qui ont des projets de création d'entreprise ou qui sont intéressés pour tenter l'aventure, on va dire, hexagonale, voire internationale. Finalement, quel que soit le projet, tous les jeunes sont les bienvenus. Exactement. C'est pas ciblé pour un public en particulier. Exactement, on vise vraiment tous les jeunes, on va dire de 18 à 35 ans, qui ont une problématique liée à leur insertion professionnelle, que ce soit l'emploi, que ce soit la formation, que ce soit un projet de création d'entreprise ou un départ en France hexagonale ou à l'étranger. Alors concrètement, comment ça se traduit? Est-ce que vous avez des exemples de jeunes qui ont participé à ce type de forum et qui ont ensuite rencontré d'autres situations grâce à cela? Bien sûr, oui. Donc on reçoit encore jusqu'à aujourd'hui donc des mails. Merci, j'ai pu rencontrer tel ou tel partenaire. J'ai passé un premier entretien avec un partenaire et à la suite de cela, on m'a proposé un autre rendez-vous, un autre entretien, peut-être 2 semaines, 3 semaines après. Et donc ça a pu conclure. D'autres, par exemple, ont pu partir au Canada, etc. Donc effectivement, ça permet à un jeune de rencontrer un panel donc de professionnels et de se créer concrètement des opportunités. Et je tenais à ajouter la particularité de ce forum, c'est que pendant ces 2 jours, donc je rappelle, c'est quand même donc le 21 et le 22 septembre à l'Ancre, en partenariat avec l'OPRF, la collectivité bien sûr territoriale de Guyane qui nous accompagne, la DOM, la DOM et le Pôle emploi. Il y a des ateliers de coaching RH qui sont dispensés donc par des personnes du réseau Jeunesse Outre-mer, également par Pôle emploi et par l'OPRF. Donc les jeunes vont pouvoir améliorer leurs outils de communication professionnelle pour
aller mieux se présenter face aux partenaires. Mais quand même, 2 jours pour faire tout ça, ça paraît peu. Est-ce que c'est une opération comme ça qui apparaît ponctuellement et puis après plus rien? Alors, on est venu pour 2 choses en fait en Guyane. D'une part, pour installer le Forum Projeunesse de manière durable, puisqu'on souhaite que ce soit un événement récurrent chaque année. Et de l'autre côté, comme on vous le mentionnait, le réseau Jeunesse Outre-mer, qui est un réseau professionnel, d'ailleurs le premier réseau professionnel des jeunes d'Outre-mer, on souhaite installer durablement aussi donc ce réseau professionnel pour organiser différents événements tout au long de l'année et faire vivre tout l'écosystème jusqu'à la prochaine édition donc du forum. Et puis on a différentes activités dans le cadre de ce réseau. Vous avez sur le site internet donc www.jeunesseoutremer.org, vous avez des jeunes qui rédigent des articles dans leur secteur d'activité, et ça permet d'avoir une meilleure réputation sur internet. J'ai le cas d'une jeune guyanaise qui était venue à Paris, qui n'avait pas de réseau et qui rentrait donc en école d'avocat et qui devait ensuite chercher un stage, et donc nous lui avons proposé donc de rédiger des articles, d'aller interviewer des professionnels pour qu'elle ne soit plus en fait une inconnue face à ses pairs finalement. Donc elle a apporté une valeur ajoutée, elle n'était plus donc une inconnue, et elle s'est constituée son propre réseau professionnel, ce qui lui a permis d'avoir un stage à la fin. Un moyen de se faire connaître parmi les Exactement. autres. Alors on espère que les autres, en tout cas les Guyanais, auront cette chance également de se faire connaître de cette manière. Merci Loïc Iscaïès d'avoir répondu à nos questions. On rappelle donc que c'est demain et après-demain à l'EPCC Les Trois Fleuves à Cayenne. Merci. Merci beaucoup. On s'intéresse à présent à ce concours de projets innovants dans les DOM organisé par le groupe REA. 250 concepteurs ont soumis leurs idées au cours des mois derniers, et hier soir les 3 lauréats guyanais ont été récompensés. Le projet d'un théâtre signé pour les personnes muettes remporte la palme du jury. Réaction de l'organisateur et de la lauréate au micro de Jonathan Lariot. L'idée, c'est que les malentendants, les sourds sortent de chez eux, puissent aller dans les salles, comme ça se fait ailleurs. C'est une langue et qui est reconnue seulement depuis 2005. 2500 €, c'est un premier projet qui va en engendrer d'autres. On est parti de l'idée de tous dans une même salle, même spectacle. Donc ça va être... L'idée, c'est de monter un spectacle qui puisse réunir les 2 publics. En fait, ces 3 projets s'adressent à des gens qui en ont d'abord réellement besoin. Ils s'adressent à des gens qui habitent le département, qui sont vraiment résidents ici. Nous tenions absolument à ce que les projets soient focalisés sur la Guyane. Et surtout, ce sont des projets socio-éducatifs, et c'est exactement la cible de ce que nous recherchions. Ils partagent les valeurs de proximité, de partage et de proximité avec les consommateurs locaux, avec les intervenants locaux, et c'est ça qui est important. J'espère que ça va se faire de plus en plus. C'est pas parce qu'on est aujourd'hui tout seul sur ce créneau-là qu'il faut qu'on en garde l'exclusivité. J'espère effectivement que ça se fera de plus en plus et qu'on fera des émules, et que demain il y aura plusieurs marques dans différents secteurs qui proposeront ça, oui, bien sûr. C'est une filière qui ne connaît pas la crise. Le marché de la goyave se porte bien en Martinique. En cette période de récolte, la vingtaine de producteurs de l'île s'active. 1400 tonnes de fruits sont produites chaque année. De sa production à sa transformation, Emmanuel Labo a suivi le parcours. Regardez. Sur les hauteurs de Rivière-Salée se cache un petit verger de goyavier. Environ un demi-hectare qu'exploite Stéphane Audinet. Cet agriculteur de 37 ans a commencé la culture de goyave en 2005. 140 plants qu'il a semés à la force de son poignet. Aujourd'hui, le fruit le lui rend bien. La goyave m'a sauvé pendant des années parce que c'était vraiment quelque chose de régulier. On comptait sur elle et elle a toujours répondu à nos attentes. 3 à 7 tonnes par an récoltées à la main. Une période éprouvante pour ce jeune agriculteur qui n'hésite pas à se faire aider de sa famille. Et les goyaves de Stéphane ont un destin tout tracé. Depuis le début, on travaille justement avec un transformateur et qui nous a toujours pris toute notre production et qu'il a trouvé justement notre qualité, notre régularité surtout. À ce moment-là, on ne se posait pas la question de comment ce sera commercialisé, que j'ai 20 kilos ou 1 tonne à livrer, il prenait toute ma production.
Direction Fort-de-France. C'est à la Tivolienne que l'on retrouve sa récolte du jour. Plus de 295 kilos, c'est une belle journée. À 80 centimes le kilo, le jeune exploitant percevra environ 230 €. Stéphane est l'un des 2 exploitants qui approvisionnent l'usine de Tivoli à raison d'une centaine de tonnes chaque année. La confiture est fabriquée uniquement à partir de goyave de Martinique. Et je dirais que quand nous n'avons pas suffisamment de goyave en Martinique, eh bien nous n'avons plus de confiture. Une confiture mais aussi une gelée fabriquée de manière artisanale. 5 personnes s'occupent de leur fabrication, 70% en teneur en fruits, une exigence qui pour l'usine est un gage de qualité. On va donc de cette cuisson de goyave récupérer la pulpe, mettre donc cette pulpe en cuisson avec du sucre et cette confiture donc sera acheminée directement sur la chaîne de mise en bocaux à partir d'une pompe. En Martinique, la filière goyave offre de bons rendements. 1400 tonnes récoltées par an dans une vingtaine d'exploitations. Hormis la banane, c'est le 2e fruit après les agrumes. C'est une filière qui se porte bien, mais qui est très liée en fait à la transformation, au transformateur en fait, qui est pour le principal en tout cas l'usine d'Enel. L'usine d'Enel, leader sur le marché de la transformation de fruits en produits dérivés, est connue du grand public pour ses marques Royal ou encore Montpellier. Créée en 1908, c'est dans les années 50 qu'elle se positionne dans la fabrication de purées de goyave. Une goyave d'abord importée du Brésil et d'Afrique du Sud, puis à partir de 1985, l'usine décide de s'approvisionner auprès d'agriculteurs martiniquais. De 80 tonnes à ses débuts, aujourd'hui la société d'Enel exploite chaque année plus de 1100 tonnes de goyave made in Martinique. Après livraison, la goyave est nettoyée, débarrassée de ses graines et affinée pour obtenir une purée lisse, conditionnée dans ses fûts de 160 à 200 kg. Ils sont ensuite conservés soit par stérilisation, soit par congélation. Ces fûts vont ensuite être soit utilisés, nous, dans nos jus et nos confitures, ou vont être en fait revendus à d'autres industriels de la place, que ce soit en Martinique à des glaciers, vous en trouvez dans des glaces, vous allez en trouver dans d'autres concurrents qui font du jus de fruits, ça peut être également vendu en Guadeloupe, c'est vendu également en Guyane et en France métropolitaine. Un marché d'abord local, 80% des produits d'Enel sont vendus en Martinique, une filière exemplaire pour Philippe Vourche. Première fois qu'on a réussi à rassembler des agriculteurs et des transformateurs autour d'un projet commun et qui aboutit finalement à ce qu'on puisse offrir aux consommateurs des produits qui sont acceptables aussi en termes de prix. Mais aujourd'hui, la filière goyave de Martinique doit se distinguer de ses concurrentes provenant notamment de Cuba. L'usine d'Enel l'a bien compris et voit grand en privilégiant la qualité. Il va falloir qu'on travaille sur une qualité différente. Et là, la partie développement de confiture de goyave biologique ou de nectar de goyave biologique, comme on va les sortir d'ici une quinzaine de jours à peu près, peut être un élément de développement qui va permettre de se projeter peut-être encore plus vers l'extérieur. Et c'est dans l'exploitation de José Souraya au Morne Rouge que Denel obtient ses goyaves bio. 22 hectares cultivés au pied de la montagne Pelée, des goyaviers à perte de vue qui pour certains ont 20 ans d'âge. Cette culture bio, certifiée en avril 2016, est plus coûteuse pour cet agriculteur. Mais José Souraya est le seul professionnel de l'île, mais aussi de la Caraïbe, à détenir une exploitation de goyaves bio. De quoi lui ouvrir de beaux horizons. Pour finir, vous le savez, la 33e édition des Journées européennes du patrimoine s'est déroulée le week-end dernier. Pour l'occasion, les hauts lieux de la culture guyanaise ont ouvert leurs portes aux visiteurs, mais le musée peut parfois se trouver à ciel ouvert. C'était en tout cas le sentiment de quelques Saint-Laurentais partis visiter l'île Portal avec un détour obligé par le Maroni. Elsa González. Direction l'embarcadère pour cette vingtaine de visiteurs. Une pirogue les attend pour les amener sur l'île Portal. Pour ce père de famille, la visite de l'île est une première, l'occasion de découvrir de nouvelles cultures et populations. C'est la première fois, donc ça va être vraiment une découverte de l'île et de la population, puisqu'il y a des gens qui vivent sur l'île, donc semblerait-il. Donc là, ça va donner l'occasion de voir un peu leur mode de vie. Il n'y a pas d'électricité sur l'île. Voir comment vivre avec le soleil en fait. Arrivé sur l'île, un habitant attend nos visiteurs. Il sera leur guide pour la journée.
l'eau de canne pour les faire bouillir, transporter et les transférer à l'intérieur pour qu'ils deviennent fabriquer du sucre. Des vestiges de la vie d'autrefois conservés ici par la nature. Une nature qui a repris ses droits il y a déjà quelques années. Ça s'est fermé depuis 1929. L'île Portal renferme bien des secrets. En plein cœur de la forêt se tenait tout un pôle industriel. Machines à vapeur, fours, rhumeries. Les bagnards étaient envoyés ici pour faire vivre cette île. Ouverte pour la deuxième fois au public, ce patrimoine historique est un véritable trésor. Aujourd'hui, c'est pour les Journées européennes du patrimoine. Donc, il fallait découvrir les trésors cachés de Saint-Laurent, les trésors cachés de France. Et là, on a découvert un beau trésor caché. C'est très important pour découvrir un peu notre patrimoine, notre culture, des choses dont on ignore même l'existence. Et à terme, j'espère que ce sera mis un peu en valeur pour parler un peu à nos enfants, à toute la population de Saint-Laurent et d'ailleurs pour venir découvrir un peu cette île Portal et puis le reste de Saint-Laurent. La découverte, c'est bien le but de ces Journées européennes du patrimoine, que ce soit au fil du fleuve, en pirogue ou en kayak, ou sur la terre ferme dans un musée. La participation de différents acteurs culturels ont permis la mise en place de ces animations et visites. Ça se construit avec une équipe, l'équipe du service patrimoine de la commune de Saint-Laurent. Ça se construit aussi avec des partenaires qui jouent le jeu. Je pense à l'ONF, au CCAS qui nous a reçus aujourd'hui. Vous avez envie d'installer un bassin dans votre jardin. Vous pouvez le faire dans une barque. Ces journées du patrimoine, le service patrimoine, lui, ne fait que coordonner un petit peu toute cette manifestation. Les Journées européennes du patrimoine sont un succès avec plus de 1000 visiteurs en 3 jours. Elles annoncent le lancement culturel pour l'année à venir. Ainsi s'achève votre journal. Voici le rappel des titres de l'actualité. Le corps d'un homme retrouvé dans le congélateur d'un jeune couple, c'est la macabre découverte des gendarmes dans une habitation de Rourail hier soir. Les suspects âgés de 22 et 17 ans ont été placés en garde à vue. La victime, un homme d'une vingtaine d'années, tentait de s'interposer. Pour un meilleur accompagnement des personnes en proie aux addictions, l'approche expérientielle fait ses premiers pas en Guyane. Une vingtaine de professionnels de santé y sont initiés depuis ce matin et pour les 3 prochains jours. Enfin, la 33e édition des Journées européennes du patrimoine s'est déroulée le week-end dernier. Pour l'occasion des visites de l'île Portal à Saint-Laurent-du-Maroni était organisée. Une vingtaine d'explorateurs en herbe ont pu s'y aventurer. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information nationale et internationale avec nos confrères de TF1. Puis les programmes continuent sur votre antenne à TV Guyane. Rendez-vous demain, même heure. Bonne soirée.